cher Éric Coquerel, mesdames et messieurs. D'abord, moi, je voudrais aussi remercier tout le monde pour ce travail. C'est intéressant d'arriver à un constat commun, en ayant évidemment des analyses un peu différentes, mais on a un constat commun de 220 pages avec un certain nombre de propositions communes importantes. Remercier l'excellent travail de nos administrateurs tout au long de cette période. Et aussi, c'est intéressant de voir, d'un point de vue démocratique ou sémantique, j'en sais pas, mais qu'on arrive à deux conclusions assez différentes en ayant pourtant partagé un constat commun. C'est à vous d'en juger. L'objectif de cette mission, c'était, vous l'avez compris, on partait d'un principe qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait un écart très significatif d'imposition entre les PME et les grandes entreprises. Est-ce que cet écart, comment avait évolué cet écart et dans quel sens avait évolué cet écart dans le temps? De ce point de vue-là, le bilan est, pour moi, sans appel. Hein. Et contrairement à ce qu'on pensait, toutes les analyses convergent aujourd'hui pour montrer que les écarts de taxation entre les catégories d'entreprises se sont largement réduits. Rappelez que dans le cadre de cette étude, d'abord, les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises, c'est 343 milliards d'euros. Les taxes directes, c'est 152 milliards d'euros. Et nous sommes focalisés sur l'impôt sur les sociétés, qui est de l'ordre de 60 milliards d'euros, qui est évidemment le plus emblématique. Quand on regarde les études donc, de la DG Trésor, de l'IPP, du CPO, on arrive à deux conclusions fortes. Un, les taux se réduisent de manière significative. Pour l'IPP, ils passent de 17,7 à 5,7. Pour le CPO, de 3,4 à 3,1. Et pour la DG Trésor, de 9,9 à 1,6 points d'écart. Deuxième conclusion aussi assez forte, c'est que le taux d'imposition des grandes entreprises a augmenté de manière significative sur la période observée, de l'ordre de 5 points. Donc, la dernière étude, celle qui est la plus récente, qui date de 2019, celle du CPO, qui a donné lieu donc à une publication au mois de juin, précise que maintenant l'écart est de 1,6 points. Alors, est-ce que ce resserrement est l'effet du hasard? Non, pas du tout. Il est l'effet d'un travail très important qui a été fait depuis une quinzaine d'années, que ce soit au niveau national, au niveau européen et au niveau OCDE. Je voudrais, moi, saluer cet effort partagé pour arriver à une imposition la plus juste possible. Je n'ai pas mis mon chronomètre en route. Quels sont les éléments qui expliquent ce resserrement? Un, c'est la limitation progressive des déductibilités de charges financières qui provoquaient des écarts, on l'a vu. L'encadrement des modalités de report des déficits, ce qu'on appelle le carry-back, le carry-forward, qui à partir de 2010 ont été encadrés de plus en plus. Avant cette période-là, il n'y avait pas de limite dans ces reports. Il y a le projet BEPS, initié en 2013, conduit par l'OCDE, qui est constitué de 15 actions destinées à renforcer la lutte internationale contre les pratiques d'évasion fiscale. Le droit fiscal de l'Union européenne a également été largement renforcé avec 7 directives à partir de 2011, les directives dites DAC, hein, qui se sont égrenées et qui apportent là, qui permettent de favoriser les échanges sur les informations fiscales entre États membres afin de lutter en particulier contre le blanchiment et l'optimisation. En parallèle, les PME ont bénéficié sur cette période-là aussi d'un certain nombre d'allègements sur des taux réduits sur un certain nombre d'impôts. Vous trouverez ça en détail dans le rapport. Troisième constat, la fiscalité française s'est rapprochée de celle des autres pays européens. Vous le savez, sur cette période, la France est loin d'être un paradis fiscal, vous le savez. Nous sommes passés de 33% à 25% pour se rapprocher de la moyenne européenne. Ça n'a pas empêché le rendement de l'impôt sur les sociétés d'augmenter sur la même période, puisqu'il est passé à 62 milliards d'euros en 2022. Cette réduction de la charge fiscale a favorisé l'attractivité de notre pays. Et pour la 4e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers. Le président Coquerel en a parlé. Le différentiel de fiscalité, de fait, est lié quelquefois, est plus important d'un secteur à un autre. Il est plus important de certaines entreprises en fonction de leur profil au sein d'un même secteur d'activité ou d'un même segment d'activité entre entreprises. Et donc, la corrélation entre la taille
et le niveau d'imposition n'est pas l'élément aujourd'hui le plus déterminant. Autrement dit, le poids respectif des différents secteurs de chaque segment de taille d'entreprise influe fortement sur le taux d'imposition moyen de ces différents segments. Quatrième remarque, la question de l'évitement fiscal a bien entendu été traitée dans le cadre de ce rapport. Rappelons que grâce à l'excellent travail de notre administration fiscale, à qui je voudrais rendre hommage, renforcement de leurs moyens avec la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude, on a atteint un record de 14,6 milliards d'euros de lutte contre la fraude récupérée dans l'année 2022. Le plan de lutte contre la fraude annoncé par le gouvernement traduit notre volonté de renforcer le contrôle fiscal des hauts patrimoines et des grandes entreprises, augmentation du nombre de contrôles fiscaux, priorité donnée au contrôle des plus grands groupes, hausse des effectifs. Je crois que jamais autant de moyens ont été mis sur la table pour lutter contre ces modèles d'optimisation. Alors, si les études clairement montrent qu'il y a un resserrement très important jusqu'en 2019, la question se pose comment ce taux peut avoir évolué depuis 2019. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient penser que ce taux repart, cet écart repart à la hausse. Ils ont été cités, j'y reviens rapidement. La baisse du taux de l'imposition sur les sociétés qui a été décalée pour les grandes entreprises, donc est intervenue après 2019. L'augmentation des taux d'intérêt, même si on sait qu'il y a aujourd'hui une limitation, un encadrement assez fort des déductions des taux d'intérêt, mais comme les taux augmentent, les intérêts déductibles augmentent, et la suppression progressive de la CVAE, même si elle va bénéficier principalement aux ETI, elle profite également, dans une moindre mesure, aux grandes entreprises. Pourtant, à contrario, il y a d'autres éléments qui permettent de penser que cet écart va continuer à se resserrer. Je vous en cite quelques-uns. D'abord, c'est toutes les initiatives qui sont issues des travaux de l'OCDE, le pilier 2 qui va être normalement dans le projet de loi de finances 2024, qui va apporter une imposition minimale pour les entreprises internationales, le pilier 1 sur lequel on n'est pas au bout du travail, mais qui va aussi apporter normalement un meilleur encadrement, la baisse de la contribution foncière des entreprises, la CFE, qui, elle, va plutôt bénéficier aux toutes petites entreprises, qui est intervenue depuis 2019. Les mesures récentes qui ont été faites en faveur des PME, la baisse, le taux réduit à 15% a été étendu aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros, ça c'était en 2021. Dans la loi de finances 2023, vous vous en souvenez, ce taux d'application désormais à la fraction du bénéfice des PME s'applique en dessous de 42 500 euros contre 38 120 auparavant. Et puis, toujours pareil, le rouleau compresseur des directives DAC, ce sont les DAC 6 et 7 qui sont aujourd'hui en train de se mettre progressivement en place et qui instaurent une obligation de divulgation des montages d'optimisation fiscale par les intermédiaires, l'échange automatique de ces déclarations entre les États membres, ainsi que de nouvelles obligations déclaratives sur les opérateurs. Donc vous voyez, des éléments qui, l'un dans l'autre, moi, me font penser que, à mon avis, c'est plutôt vers un resserrement, que ce resserrement va se confirmer dans le temps. En conclusion, je dirais que, voilà, on a un bilan plutôt positif, et même si les différents différentiels se sont réduits, même si les efforts d'harmonisation et de lutte contre la fraude fiscale sont au cœur des discussions à l'échelle de l'Union européenne et de l'OCDE, il nous paraît évidemment important de rester vigilants, parce que la fraude et l'optimisation fiscale perdurent et se développent sous d'autres formes. Il nous faut amplifier notre lutte contre celle-ci. C'est le sens des 12 propositions que nous formulons, et je suis convaincu que les évolutions récentes et à venir en matière de lutte contre l'évitement fiscal et l'optimisation sont à la hauteur des enjeux. Finalement, cette mission d'information permet de rendre justice à des réformes d'ampleur menées ces dernières années au niveau international et national, la plupart du temps assez discrètement, sinon dans l'indifférence générale. Leur impact sur notre fiscalité et des bénéfices a été majeur. En la matière, les pouvoirs publics sont souvent taxés de naïveté, d'aveuglement, d'inaction face aux pratiques des multinationales. Beaucoup de choses restent à faire et la vigilance et la fermeté doivent être mises en œuvre sans relâche, mais le constat est en France celle d'une action nationale résolue, volontariste
multiforme depuis une quinzaine d'années, donc ça n'est pas lié à notre majorité, hein, je le précise, mais donc depuis une quinzaine d'années pour faire contribuer les grandes entreprises à la hauteur de leur profitabilité effective. En matière de lutte contre l'optimisation et l'évasion fiscale, d'imposition minimale et d'égalité des entreprises devant l'impôt, ce rapport montre des progrès importants. Soyons actifs pour les conforter et les amplifier. Je vous remercie.